vois rien. Tu veux les miennes? Non. Et bonsoir à tous et bienvenue à ce 4e webinaire du jury. Je suis Farah Kadour, je suis interne marseillaise et je suis accompagnée ce soir de Mélanie Escoffier, interne à Marseille aussi. Donc aujourd'hui, grande nouveauté, nous délocalisons la réunion du jury entre Lyon avec l'interne Nicolas Stakov. Est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'il est connecté? Oui, je vous entends bien, merci. Et super. Et à Bordeaux, avec le CCA qui le supervise la présentation, donc le docteur Arthur Ames Snekal. Pareil, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Et à Nice, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Amoretti en tant que l'avis d'expert. Donc pareil, est-ce que vous nous entendez, qu'on teste tous les micros? On attend un peu le docteur Amoretti, vous nous entendez? Monsieur Amoretti, c'est possible qu'il ait un peu de retard, hein. Il va nous rejoindre. Ok, bon, ben on essaiera du coup on réitérera la question un peu plus tard et puis on verra quand il se connectera, pas de souci. Donc vous voyez, voilà, comme ça y est un petit peu indulgent vu que c'est notre première réunion à distance, va falloir gérer toutes les vidéos, donc c'est possible que les transitions, il y a un petit peu de temps. Voilà. Mais ça va bien se passer et du coup là ce soir, le sujet que va nous présenter Nicolas et Arthur, ça va être les vertébroplasties et ostéosynthèse percutanée. Et donc, à vous la parole et à vous l'antenne. Vous gérez la suite et on vous reprend à la fin. Allez, à tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Oui, super, c'est bon. Alors, merci de nous faire l'honneur de présenter ce sujet qui nous tient à cœur. Donc, alors moi, je suis Nicolas Stakov. Comme vous avez dit, je suis interne de fin de cursus en année recherche. Je vais présenter avec un ami et collègue Arthur Amel Sénécal. On se connaît bien parce qu'on a été, on est tous les deux allés en interchu chez l'expert du jour, Nicolas Moretti. Et donc, je tiens à remercier tous les gens qui sont en bas là, qui m'ont aidé à faire cette présentation, notamment le docteur Adelberg. Alors, voilà les notions qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, ça va peut-être être un peu long, mais on a essayé de tout aborder parce que c'est deux sujets qui sont vraiment, vraiment vastes. Alors, pour commencer, la fracture vertébrale. Donc, la fracture vertébrale, qu'est-ce que c'est? Donc, depuis le début de nos études de médecine, donc, quand on était tout petit, on peut voir cet article qui date de 99. Donc, pour les membres du jury, la plupart, on était en primaire, voire au collège. Et ben, d'ores et déjà, on avait pu décrire qu'il y avait un excès de mortalité et un excès de morbidité et une qualité de vie altérée chez les patients qui avaient une ostéoporose et des fractures vertébrales ostéoporotiques, avec des rachalgies chroniques, des syndromes obstructifs pulmonaires, des RGO, des dépressions, des grosses complications du décubitus. Et on peut proposer, hormis la vertébroplastie, un traitement médical qui est des corsets des antalgiques. Et on peut voir ces spirales quand on a de l'ostéoporose. Quand on fait une fracture vertébrale, on peut corréler ça un petit peu à la fracture du col fémoral. La fracture du col fémoral, c'est plus parlant parce qu'on a une fracture et on est alité directement. Mais là, on va faire une fracture vertébrale, être déformé, refracturé, avoir une perte d'appétit, donc anorexie, donc augmenter l'ostéoporose. Et au final, le résultat, il va être le même, c'est avoir un surrisque de mortalité. Donc, on a un traitement pour ça. C'est quoi? C'est la vertébroplastie et l'expansion vertébrale. Donc, la vertébroplastie, c'est quoi? C'est injecter du ciment, du PMA, au sein de l'os spongieux d'une vertèbre qui est fracturée par avoir percutané sous contrôle radiographique. Et il y a plusieurs objectifs à cela. Ça va diminuer les micro-mouvements et les douleurs. Avec l'exothermie du ciment qui chauffe, il y a une ablation des micro-récepteurs nerveux. On peut stabiliser des lésions agressives. On peut prévenir le risque fracturaire. Et la première vertébroplastie, elle était en 1984 par une équipe française, donc on peut être fier de cela. Et vous voyez ici le premier article fait par De Ramon et Galibert en 1984 sur un angiome agressif. On peut voir que c'est un sujet qui est vraiment beaucoup étudié, avec plus de 4500 résultats si on tape vertébroplastie dans PubMed. Après, il y a eu l'expansion vertébrale. L'expansion vertébrale, c'est quoi? Si on s'est dit, bon, on peut injecter du ciment pour consolider, mais la perte de hauteur, il faudrait la restaurer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va mettre quelque chose dans le corps vertébral pour restaurer la hauteur vertébrale, puis on injecte le ciment. Et la première, elle a été faite en 1998 par kyphoplastie, où on a mis un ballon. L'objectif ici, on peut voir, c'est de restaurer la hauteur vertébrale, puis après, on injecte le ciment. Après, il y a la troisième génération, où là, on va mettre carrément un implant. Donc, il y en a plusieurs. Le spine jack, où c'est un cric, où on va rétablir la hauteur vertébrale et la fracture. L'océofix, il y a des stents, ou le Kiva, un coil qui peut être ensuite cimenté. Il y a plusieurs implants qui existent.
Donc, quelles sont les indications de ces vertébroplasties? Donc, il y a plusieurs indications. Donc, les indications traumatiques avec la fracture ostéoporotique ou la fracture traumatique du sujet plus jeune, l'ostéonécrose vertébrale ou la maladie cumelle qui est une pseudarthrose fracturaire, les lésions oncologiques et l'hémangiome agressif. Les contre-indications, elles sont multiples. Il y a les contre-indications infectieuses. Faire attention que la fracture soit récente parce que si elle est ancienne, ça ne servira à rien. Les indications qui sont chirurgicales, comme le déficit neurologique ou l'instabilité leucorégionale. L'épidurite importante, si on a plus de 50% du canal médulaire qui est envahi, on ne va pas prendre le risque de faire une timantoplastie et de l'aggraver, de faire une compression médulaire. Et des contre-indications plutôt relatives. Donc, voici des exemples. La fracture vertébrale ostéoporotique, qui est par compression. Et il y a un intérêt de faire une séquence TIR pour bien repérer la fracture qui est vraiment récente. Ici, on pouvait deviner qu'il y avait un œdème vertébral. Ici, il est confirmé. Et on peut grader ça sur une question de Jeunant avec, en fonction de la forme, dont le corps vertébral est déformé et la perte de hauteur. Les fractures traumatiques avec une McGull A1 en compression, ici cunéiforme, qui est ici en IRM. Les McGull A2 ou les split fractures, où le corps vertébral est coupé en deux, là, le risque de fuite discale est plus important. Il y a un risque de recul du mur postérieur si la cimentoplastie elle est incomplète ou on remplit uniquement la partie antérieure. Et donc pour ça, il y a un article qui a été proposé où on peut faire une ostéosynthèse antéro-postérieure pour une meilleure stabilisation du corps vertébral. Les McGull A3.1 ou burst incomplète, là, c'est un risque de fuite épidurale, ici avec la fracture qui passe par le mur postérieur. Donc, il faut un opérateur entraîné pour le faire et on peut faire une kyphoplastie ou un span jack pour ramener le fragment par ligamentotaxie. Vous verrez un cas tout à l'heure. L'ostéonécrose ou maladie de Kumel, c'est équivalent d'une pseudarthrose qui n'est pas cicatrisée de la vertèbre. C'est souvent une fracture ancienne. On peut le voir ici avec ce qu'on appelle un cleft, ici totalement liquidien. Donc, on imagine que là, ça ne tient pas du tout, c'est du liquide. On peut voir du gaz en scanner. Et il y a un surrisque de fracture sous-jacent. On peut voir ici que cette vertèbre, d'ailleurs, on ne le voyait pas en scanner, est totalement fracturée. Donc, voilà un arbre diagnostique qu'on a proposé, nous, à Lyon, pour les gens qui ont du mal à connaître les indications de vertébroplastie. Vous pouvez donner ce genre de tableau qui permet de savoir rapidement ce qui est une indication ou non et proposer à la fin du compte-rendu une vertébroplastie et de pouvoir inciter les cliniciens à proposer ce genre de geste quand ce n'est pas très connu. Les lésions oncologiques, donc les indications, c'est les métastases, les myélomes. Donc, c'est soit on traite une fracture pathologique ou on prévient le risque fracturaire. Donc, par exemple, pour prévenir le risque fracturaire, il y a un score simple. Alors, il y a plusieurs scores, hein, mais celui qui est fait sortir, c'est le code SWIC. On divise le corps vertébral en 6 dans le plan axial. Et s'il y a 3 zones qui sont atteintes, ou 3 ou égales, il y a une instabilité et les bénéficiaires vont à proposer la vertébroplastie. Dans les autres indications, la TCG non opérale, les granulomésiophiles, mais c'est beaucoup moins fréquent. Et l'intérêt, il a été prouvé dans cette revue faite par l'équipe de Strasbourg, qui a vraiment un intérêt antalgique. On augmente l'espérance de vie. L'exothermie peut aider au contrôle local. Alors, on peut aussi faire une ablation percutanée pour aider ça. On peut ajouter la radiothérapie. En plus, après par dessus, on peut faire une biopsie lors de la procédure si le diagnostic est incertain. Et ce qui est important à savoir, c'est que même si le mur postérieur est atteint, on peut faire la vertébroplastie. Ça, parfois, on l'entend dans l'RCP que ce n'est pas possible tout ça. Ce n'est pas une contre-indication. On verra des cas tout à l'heure où, avec des petites techniques, avec un abord pibédiculaire, un ciment de haute viscosité, on peut réaliser ce type de procédure. La sacroplastie, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il ne faut jamais l'oublier. La fracturage du sacrum, avec un abord postérieur bilatéral, c'est vraiment une bonne indication de vertébroplastie pour vite relever les fractures par insuffisance. Et il y a des traitements ajoutés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas forcément ennemi avec les rhumatologues ou les oncologues. Justement, faut plutôt s'associer avec eux pour aider le patient. Dans l'ostéoporose, si on donne des biphosphonates ou des denosumab, ça va aider à reminéraliser le squelette. Par contre, l'effet bénéfique, il est uniquement entre 6 mois et 1 an. Donc, c'est-à-dire pendant les 6 mois, il peut s'installer une cascade fracturaire. Pareil, la radiothérapie qui peut être antalgique ou de réduction tumorale, voire stérotaxique si on augmente les grès, on peut la faire avec la vertébroplastie. Et justement, dans la radiothérapie stérotaxique, il y a un risque fracturaire augmenté du fait de la forte dose. Et l'effet de contraction osseuse, il arrive qu'à 3 mois. Donc, pareil, la vertébroplastie peut aider à passer le cap. Et le problème, c'est qu'il y a parfois des polémiques avec cette vertébroplastie. Donc, la vertébroplastie serait inefficace. Donc, il y a 2 articles majeurs, le New England et le Vertos 4. Par contre, il y a des limites sur ces articles. C'est que c'est des articles qui ne parlent uniquement de la douleur
Et on n'allait pas voir s'il y avait une nouvelle fracture ou si c'était de l'arthropathie articulaire postérieure, une simple rachialgie commune. Et la qualité de vie était secondaire. Parfois, dans un article comme celui du New England, il y avait un manque de puissance, il n'y avait que 70 patients. Il y a, par exemple, dans l'article du New England également, réalisé en 2009, il n'y avait pas d'IRM pour confirmer la fracture récente. Parfois, on attendait jusqu'à 9 semaines avant de proposer la vertébroplastie, donc il y avait la douleur qui était installée. Et donc, il y a eu de multiples réponses pour démontrer l'efficacité de la vertébroplastie, notamment un article en 2018 qui a montré qu'avec le changement de pratique aux États-Unis en 2009, il y avait un surrisque de mortalité des patients atteints d'ostéoporose et de fracture vertébrale avec environ 6 000 morts par an qui étaient liés à un changement de pratique. En 2020, il y a un article dans Radiologie, une méta-analyse de l'équipe d'Harvard, qui a montré également que sur 2 millions de patients, il y avait un baisse du risque de mortalité de 22% indigent chez les patients traités par vertébroplastie par rapport au traitement médical seul. Et également une étude du Medicare qui nous disait que il fallait traiter 11,9 patients à 5 ans par une expansion vertébrale pour sauver une vie. Il faut savoir que ce nombre-là, il est vraiment, vraiment significatif parce que, par exemple, dans une coronarographie dans les STEMI, on dit que c'est à peu près 20 patients. La vertébroplastie entraîne une fracture sous-jacente. Non. Alors ça, on l'entend souvent. Et la réponse est non. C'est une Vertoscat, un article qui était plutôt contre la vertébroplastie, qui nous dit qu'il n'y a pas de risque de fracture vertébrale sous-jacente. Et en plus de ça, ça protégeait contre la perte de hauteur vertébrale. Donc on peut voir ce patient, là par exemple, il y a une fracture vertébrale récente, on peut voir le trait de fracture, mais il n'a pas de douleur. Voilà, donc on peut se dire, bon, est-ce qu'on va le traiter ou pas? Et on voit qu'on ne traite pas, ben, la kyphose, elle s'est encore aggravée, il a fait une fracture du sternum. Donc on peut se poser de la question sur sa qualité de vie, malgré le fait qu'il n'ait pas de douleur. Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment important à comprendre. On ne va pas en parler beaucoup, mais c'est des notions qu'il faut avoir pour défendre ces techniques. C'est les notions d'équilibre sagittal. Donc, équilibre sagittal, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir marcher de manière autonome, assez ergonomique, pour ne pas dépenser d'énergie. Donc, pour ça, il faut connaître un peu les paramètres pelviens. Donc, on situe sur le bassin, qui est on dit que c'est la dernière vertèbre, avec l'incidence pelvienne, qui est la largeur du bassin. Ça, c'est un peu notre carte d'identité. On a tous une incidence pelvienne qui est la largeur du bassin. Et après, on a deux paramètres qui vont varier. C'est la pente sacrée et la version pelvienne. Pour ça, il y a un système qui est très intéressant, c'est le système EOS, qui est un système en charge, avec une taille de 1/1, il n'y a pas de grossissement. Et ça permet de mesurer des paramètres théoriques, pelviens et spinaux, le SVA, qui est un centre de gravité qu'on verra, et de mesurer des paramètres et les corréler aux paramètres théoriques qui sont les plus ergonomes. Donc voilà les paramètres pelviens. Donc l'incidence pelvienne, c'est la carte d'identité, donc il n'y a pas de mesure théorique, chacun a son incidence pelvienne. Hein. Et après, on peut voir les pentes sacrées et la version pelvienne. Donc la pente sacrée, généralement, c'est 4/5 de l'incidence pelvienne, et la version pelvienne, c'est 1/5. Donc on peut voir, par exemple, chez ce patient, que normalement, la théorie, elle est à 37, la version pelvienne est à 7, et que ce patient, en fait, il a totalement changé ses paramètres parce qu'il était en kyphose, et il a voulu un peu se redresser. Donc il est là, il est totalement déséquilibré. Et la lordose lombaire et la kyphose thoracique, elle est également liée à l'incidence pelvienne, avec des formules qui sont là. Et le SVA, le sagittal vertical axis, qui est un peu, entre guillemets, le centre de gravité, qui est censé avoir une normale par rapport au coin postéro-supérieur du sacrum, par rapport à la plumb line de C7, entre plus 20 et moins 20 mm, là est à 119. Donc on peut voir que ce patient-là, avec sa kyphose thoracique, est totalement déséquilibré. Et au final, une fracture vertébrale, ça va entraîner quoi? Une augmentation de la kyphose thoracique, une perte de lordose lombaire, une rétroversion du bassin. Ça entraîne une flexion de hanche et une flexion des genoux. Donc tout ce qu'on peut voir là. Et donc c'est important d'avoir des bons paramètres parce que sinon ça fait des rachialgies et surtout c'est difficile de marcher. Là, je vous mets au défi de vous mettre dans cette position-là et de faire un tour de pâté de maison. Et donc au final, il y a des articles qui prouvent quoi exactement? Que la qualité de vie elle est liée à l'antéversion du bassin. Là, vous avez un bassin qui est totalement rétroversé, donc la qualité de vie est altérée. Par rapport à l'angle de kyphose thoracique, là vous voyez que l'angle de kyphose thoracique est augmenté, donc la qualité de vie est altérée. Et en plus de ça, il y a un risque de fracture adjacente augmenté si le SVA est supérieur à 6 cm et si l'angle de kyphose locale est supérieur à 11 degrés. Donc on peut voir que ce patient-là pourrait avoir un risque de fracture adjacente augmenté. Donc au final, lors d'une kyphoplastie ou d'une vertébroplastie, en plus à ces examens qui sont pas réalisés en charge, qui sont sur le scanner, on réduit la kyphose de 4 à 8 degrés lors de la kyphoplastie, la vertébroplastie de 0,5 à 3 degrés. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vertébroplastie et l'expansion vertébrale, ça aide à maintenir l'équilibre sagittal et donc la qualité de vie. Et c'est un peu résumé dans cet article-là de radiologie, c'est qu'on sait que la vertébroplastie, ça calme les douleurs,
mais ce n'est pas qu'une question de calmer les douleurs. On n'est pas là juste pour la douleur, on est également là pour aider à diminuer la mortalité et la morbidité, et notamment en passant par l'équilibre sagittal. C'est important d'avoir une consultation pré-geste. Pourquoi? En préopératoire, donc que ce soit pour l'ostéosynthèse ou les vertébroplasties, on peut faire des scanners, une IRM pour notamment le STIR et la vertébroplastie. La biologie, on n'a aucune obligatoire. La consultation, on la fait 48 heures avant. On décide si c'est sous anesthésie générale ou locale. Voilà la prémédication qu'on fait sous anesthésie locale pour les vertébroplasties à Lyon. Et l'antiprophylaxie par céphasodine-2 grammes, elle peut être discutée selon le clin de l'hôpital. Mais lors des ostéosynthèses, nous, généralement, on fait cette antibiothérapie prophylactique. Le ciment. Donc le ciment, c'est du PMMA, du polythimétacrylate, où il y a du phosphocalcique qui existe. Il y a du chargé antibiotique où on fait des études dessus pour savoir si ça marche bien. Pour l'instant, on sait que les propriétés sont gardées, mais par contre, on ne sait pas la diffusion du ciment dans l'os. Il y a des recherches sur le ciment à base de chimiothérapie. Vous voyez qu'il y a presque 240 brevets là-dessus, donc c'est vraiment quelque chose qui intéresse les industriels. Le PMA, c'est important de le maîtriser, et vous voyez une courbe de viscosité. Donc il y a deux parties. Il y a la première qui est une phase très liquide, la seconde qui est une phase assez solide. Il faut trouver la bonne zone de travail entre les deux pour travailler son ciment. S'il est trop liquide, l'injection elle est possible si on la maîtrise, mais ça peut se propager à distance, il y a un risque de fuite épidurale ou veineuse. Et quand il y a une phase de prise, l'injection elle est moins risquée, mais il reste plutôt au bout de l'aiguille, et ça peut pousser un fragment instable. L'important, c'est vraiment de connaître son ou ses ciments. Donc, ouais, vous voyez un exemple, il y a vraiment des recettes multiples de ciment avec des exothermies différents, des quantités différentes. Donc, je vais vous montrer une recette. Donc, voilà ma cuisine. Donc, voilà un ciment. Il y a de la poudre. Ensuite, il y a le monomère, le mélangeur, les seringues. Et on peut utiliser aussi des injecteurs pour travailler à distance. Donc, on met la poudre dans le mélangeur. Ensuite, on met le monomère dedans et on va pouvoir mélanger. On voit qu'au début, il est tout liquide. Et par la suite, donc on va brancher la seringue sur le trocar, et après il devient beaucoup plus dur avec un aspect de chewing-gum, et c'est à ce moment-là que la prise du ciment va être optimale. Et il ne faut jamais oublier quelque chose, c'est que le PMA, c'est vraiment bien pour les forces de compression, mais si on veut travailler sur des forces de cisaillement ou d'autres forces, il faut plutôt utiliser des vis ou des broches en association. Donc là, je vais laisser la parole à Arthur pour vous décrire une procédure de vertébroplastie. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc bonjour à tous, merci Nicolas. Donc moi, effectivement, on va commencer. Je vais vous parler de la procédure de vertébroplastie. Alors, tac. Donc tout d'abord, avec quel moyen de guidage on peut travailler? Donc il y a différents moyens de guidage. Le plus important, c'est de se servir du moyen de guidage que vous connaissez et que vous maîtrisez. Donc c'est comme sur le téléphone, il y a plusieurs GPS, on utilise celui qu'on maîtrise. Donc la scopie seule, ça peut être un peu compliqué pour certains cas délicats, notamment les ostéosynthèses. Le scanner seul, ça peut avoir le désavantage de ne pas voir l'injection de ciment en direct. Nous, ce qu'on utilise le plus, c'est le scanner plus la scopie. Donc, c'est ce qu'on utilise à Bordeaux, ce qui est utilisé aussi à Lyon et à Nice en majorité. On peut utiliser le CBCT ou d'autres outils comme Imactis, par exemple. Le matériel, donc pour une cimentoplastie, il nous faut des trocars. Donc nous, on privilégie les trocars 13 gauge pour faire un maximum d'intervention sous anesthésie locale pour des avantages évidents. Il faut utiliser un ciment aussi. Pour les ostéosynthèses, en plus des trocars, on utilise des broches Kirchner, comme vous voyez ici sur la droite, sur lequel on a mis une vis cannulée. Donc les vis, il y a des vis à filetage partiel et à filetage complet. Les vis à filetage partiel permettent de rapprocher les fragments, notamment dans les fractures déplacées. Donc là, il y a une table d'ostéosynthèse, donc il y a beaucoup de matériel. Il ne faut pas que ça vous impressionne trop. Donc là, il y a les trocars qu'on voit ici. Ici, c'est des trocars qui sont un peu plus gros pour notamment les ostéosynthèses du bassin. Ici, on retrouve la broche Kirchner que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est des Shiba pour faire le guidage initial. Vous avez un tournevis là qui est cannulé, donc qui passe par-dessus la broche, et une masse. Donc maintenant, les différentes voies d'abord. Donc pour les vertébroplasties lombaires, on peut faire une voie d'abord pédiculaire, parapédiculaire ou extrapédiculaire. Pour les voies d'abord
thoracique. Donc, on peut passer par la voie costo-transversaire. Donc, ça tombe bien parce qu'on est un peu plus, peur d'atteindre la moelle épinière en costo, aux étages thoraciques, mais il y a une voie d'abord qui est un peu plus facile parce qu'on passe en costo-transversaire. Donc, on a, avant même d'avoir passé, d'avoir mis le trocar dans l'os, on a déjà passé une bonne partie du canal central. Donc, la progression du trocar. Donc, vous voyez les schémas qui ont été réalisés ici. Donc, la première étape, c'est qu'on se met au contact du périoste, ici. Donc, puis ensuite, on avance dans le pédicule où on voit costo transversaire ici à gauche. Puis ici, on a déjà dépassé le mur postérieur. Donc là, on n'a plus de risque d'abîmer le canal central. Donc maintenant, on peut avancer jusque notre cible, c'est-à-dire le tiers antérieur de la vertèbre, 2 tiers postérieur. Ensuite, on peut injecter le ciment. Sous contrôle scopique, alors c'est le même principe. Donc vous voyez ici qu'il y a on fait une voie d'abord à gauche, on voit le pédicule gauche et on voit la corticale interne qu'on ne doit surtout pas dépasser, la corticale interne du pédicule, tant qu'on n'a pas dépassé le mur postérieur sur le profil. Donc là, vous voyez sur la face, on a, ça y est, sur le profil, ça y est, on a dépassé le mur postérieur. Donc, on peut se permettre de dépasser la corticale interne du pédicule puisqu'on est déjà dans le corps vertébral. Puis ensuite, on peut rejoindre notre cible, donc le milieu de la vertèbre, et le milieu en droite-gauche, et le tiers antérieur, 2 tiers postérieur de la vertèbre. Donc là, ensuite, les vertèbres qui ont été cimentées. Donc, quels sont les objectifs ? Donc la cible, je vous en ai déjà parlé, donc il faut être au milieu de la vertèbre et au tiers antérieur, 2 tiers postérieur. Donc nous, on privilégie les voies d'abord monopédiculaires pour avoir des procédures procédures plus rapides. Pour la quantité de remplissage, il y a plusieurs critères, mais le critère principal est de remplir de plateau vertébral à plateau vertébral. Donc, concernant les voies d'abord, pour les voies d'abord cervicales, on peut faire une voie d'abord antérolatérale, on peut céder de l'hydrodissection, on peut faire une voie pédiculaire, on privilégiera le scanner, et on peut faire des voies d'abord aussi endobuccales pour C1 ou C2. Donc, Nicolas, tu vas peut-être présenter la... Il faut que tu réactives ton micro, Nicolas. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Alors, voilà, je vais vous présenter les procédures et ostéosynthèse mini-invasive. Donc, les indications, principalement, c'est les bassins traumatiques, taille B ou C, où on va avoir un délabrement musculaire qui va être, entre guillemets, un peu moins important que la chirurgie classique et avoir une meilleure balistique. Il y a les toits du côtile peu déplacés. Il y a aussi les grosses ostosynthèses avec les bassins tumoraux, dont les chirurgies sont assez délabrantes. Et il y a au niveau du rachis, on peut également faire quelques ostosynthèses mini-invasives. Donc en fait, les 2 buts principaux, des ostosynthèses, l'ostosynthèse simple, c'est d'avoir une ouverture minimale et l'absence de délabrement musculaire. Ça se rapporte un petit peu à la chirurgie orthopédique. Et l'ostosynthèse et cimentoplastie, c'est pour vraiment stabiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, l'effort de cisaillement, car le ciment ne marche pas sur l'effort de compression. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc voilà un exemple de procédure qu'on a réalisée à Lyon. C'était un de vos collègues marseillais qui a fait un accident de scooter, qui était venu en vacances chez nous. Donc, au niveau du repérage, on se met sur la fracture du toit du côtile pour bien la voir. On repère les structures nobles. On peut faire une phase vasculaire si besoin. Là, il n'y a pas besoin parce qu'on voit bien les vaisseaux, mais dans certains cas, on peut injecter. On décide un peu de l'abord. On peut faire un marquage cutané au niveau du scanner pour avoir le point d'entrée. Donc, on met en place d'abord une Shiba. C'est un peu une sorte d'éclaireur qui va aller au contact de l'os. Au pire, si on rentre dans une veine ou une artère, bah, c'est moins grave qu'un trocar. Et ça nous permet vraiment d'avoir le bon point osseux contre la corticale.
Ensuite, on va avoir une Shiba pardon, qui peut être sécable. On va mettre le trocar en place. C'est bien de faire des petits mouvements de va-et-vient pour passer les parties molles. Ça évite d'avoir un retour et trop de dilacérer les fibres. On peut céder de la scopie pour avancer et on fait une sorte de point fixe sur la Shiba comme en vasculaire classique. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une translation et une angulation dans la graisse. Par contre, quand on est dans le muscle, c'est plus compliqué ça. Donc, tant qu'on est dans la graisse, on peut essayer encore de reprendre son trajet. Après que le trocar est en place contre le contact osseux, là, c'est le moment de s'ancrer. Soit on met un petit coup de marteau, soit un petit coup avec sa main. Et comme ça, après, on peut recontrôler et voir si la balistique est bonne. Et on peut parfois utiliser le même point d'entrée avec un deuxième trocar. Ensuite, on avance sous contrôle scopique, on peut contrôler de manière scanographique. Là, c'est important de savoir, alors nous, on dit souvent, il y a des aiguilles qui sont non biseautées, nous, on préfère travailler avec des aiguilles biseautées, parce qu'en fonction de où on met le biseau et la pointe, il faut savoir que le trocar va dans la direction de la pointe. Si on laissait comme ça, là, il irait par là-bas. Ici, il va plutôt de ce côté-là. Après, ce qui est important quand on fait une ostéosynthèse, c'est bien de passer le trait de fracture avec des petits mouvements de rotation et on évite de pousser le fragment. Surtout quand on mettra la vis, si on ne passe pas le trait de fracture avec la Kirchner, il y aura un risque de pousser le fragment en arrière avec sa vis. Une fois que le trocar est vraiment bien en place, on met la Kirchner, ça va pouvoir nous faire échange et c'est ce qui va être le guide de la vis. Et là, c'est important de retirer doucement et de ne pas tout arracher et de faire escalibure parce que si on arrache tout, il faut recommencer à zéro. Ensuite, le choix de la vis. C'est important et ce qui est vraiment bien dans l'ostéosynthèse mini-invasive sous scanner, c'est qu'on peut nous mesurer la vis. Vous voyez là, c'est une ostéosynthèse de ces qu'on a réalisée. On peut mesurer précisément la taille de la vis. Alors qu'en chirurgie, ils sont obligés de mettre un peu des sortes de palpateurs et nous, on a vraiment une précision optimale du choix de vis. Généralement, c'est mieux d'être cortical à cortical, c'est traumatique et au niveau du bassin, avoir au moins 2 corticales. Ensuite, après, on met la vis en place. Quand on passe dans les parties molles, il faut réaliser une moucheture. Ça évite après de trop dilacérer les fibres. On fait encore des petits mouvements de va-et-vient, au cas où si on prendrait un petit nerf ou ce genre de choses. Et on reste vraiment droit parce qu'il faut éviter de tordre la broche. Parce que si on tord la broche juste un petit peu sur un côté, il y a un risque de plier la broche au sein de l'os et de ne pouvoir plus la retirer. Et après, le vissage au sein de l'os, la sensation les plus dure. Là, on vise que dans un sens, pas de petits mouvements rotatoires. Et la vis, elle avance tout seul. Et surtout, lors du passage de la fracture, on fait que des mouvements de rotation. Comme les vis sont autophoreuses, autotaraudeuses, elles avancent toutes seules. Et à la fin, on a la position terminale. La vis est de corticale à corticale. Quand la tête de vis arrive contre la corticale, on a une sensation plus dure. S'il y a un filetage court et une fracture déplacée, on peut continuer un tout petit peu à visser pour approcher les berges, mais il faut faire attention de ne pas abîmer le pas de vis. Et voilà, à la fin, on peut mettre, par exemple, là, on a mis les 2 vis. La cicatrice, vous voyez qu'elle est infracentimétrique, vraiment toute petite. Et on ferme par un pansement simple, il n'y a pas besoin de faire de points. Voilà. Et maintenant, je vous laisse finir avec Arthur, qui va vous présenter des cas cliniques. Donc voilà, donc on va démarrer les cas cliniques. On va démarrer progressivement. Donc le premier cas, c'est une cas d'une vertébroplastie lombaire sur fracture ostéoporotique. Donc vous voyez sur le T2, on aurait pu se poser la question s'il y avait plusieurs fractures non consolidées. En fait, le STIR permet quand même de bien voir qu'il n'y avait qu'une indication de vertébroplastie ici. Donc ici, la progression du trocar avec la cimentoplastie là, de plateau à plateau sur la reconstruction sagittale post-intervention. L'ostéonécrose vertébrale, donc comme vous l'a dit Nicolas, c'est la maladie de Pumel ou ostéonécrose. Là, il faut aller remplir la cavité d'ostéonécrose de ciment. Nous, on met le trocar juste en dessous dans l'os spongieux entre guillemets sain, et ensuite la cavité d'ostéonécrose va se remplir toute seule de ciment. Ici, c'est le cas de fracture pathologique sur métastase. On peut également faire des procédures à plusieurs étages. Comme l'a montré M. Deschamps, on peut faire plus de 6 étages. Donc ça, c'est des gestes qui sont réalisés par contre sous anesthésie générale. Ici, c'est le cas d'une atteinte, d'une fracture pathologique avec une atteinte du mur postérieur. Donc là, il faut faire une injection très prudente de ciment. C'est pourquoi on a privilégié de faire une voie d'abord bipédiculaire. On peut aussi, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, associer un geste d'ablation percutanée avant la cimentoplastie pour créer une cavité.
Ici, c'est le cas d'une kyphoplastie. Donc, la kyphoplastie, c'est une vertébroplastie plus avec expansion vertébrale. Donc, ici, dans ce cas, on a fait un gain de 9 degrés sur la kyphose locorégionale avant et après la kyphoplastie. Donc, on remplit, on fait une voie d'abord unipédiculaire. On va gonfler un ballon qu'on va ensuite dégonfler. Et la cavité est créée. Puis, on remplit cette cavité de ciment. Donc, c'est des gestes qui se réalisent aussi sous anesthésie locale pour les kyphoplasties. Ici, c'est une fracture à 2, donc une split fracture, dont le risque de faire une cimentoplastie simple, c'est qu'en injectant le ciment dans le foyer de fracture, on fasse reculer le fragment postérieur et qu'il fasse un effet de masse sur soit la moelle épinière, soit sur la queue de cheval. Donc là, la procédure qu'on a réalisée, on fait par une voie pédiculaire, on fait le vissage pour aller consolider le fragment proximal et distal, et ensuite par l'autre voie pédiculaire, on va cimenter une fois qu'on a été sécurisé par la vis. Ensuite, là, c'est le cas d'une burst fracture incomplète. Donc là, c'est le spine jack. On l'utilise sous anesthésie générale uniquement par voie bipédiculaire. Donc là, vous voyez que sur le contrôle post-fracture, post-kyphoplastie, le foyer de fracture postéro-supérieur a été réduit de façon significative par ligamento-taxie. Donc là, le patient n'a pas besoin de corset, il a un levé agir. Donc là, c'est une fracture sur rachis ankylosé, donc on pourrait dire que c'est un équivalent B3. Donc là, l'intervention a été en 2 temps avec et la cimentoplastie du corps vertébral et le vissage transfacétaire ensuite. Donc ici, c'est une fracture style C avec instabilité verticale chez un jeune patient. Donc là, on a privilégié un vissage transsacroiliaque dans S1 et dans S2. Donc il faut être le plus perpendiculaire possible au foyer de fracture. On pourrait se poser la question pourquoi on n'a pas mis du ciment. Comme les foyers de fracture passent par les foramens, il y a un risque de fuite de ciment au sein des foramens. Il faut privilégier le vissage dans ce cadre-là. Ici, c'est le cas d'une vertébroplastie cervicale avec une voie d'abord antéro-latérale. Donc, le volume de ciment est bien sûr moindre que celui d'une vertèbre lombaire ou thoracique. Donc, ça, c'est une autre possibilité. C'est le cas d'un clou gamma décellé d'une prothèse totale d'épaule inversée qui était décellé, sur lequel on a mis du ciment pour combler la chambre de mobilité. Ici, c'est le cas d'une lésion du col du fémur fragilisante avec haut risque de fracture du col à qui on a fait une ostéosynthèse cimentée. Donc c'est intéressant, il y a un article de M. Deschamps qui montre que quand l'espérance de vie est inférieure à 1 an, il y a une nette supériorité à faire un traitement mini-invasif comme celui-là que de mettre une prothèse totale de hanche. Ici, c'est le cas d'une sacroplastie renforcée chez une patiente qui avait une lésion secondaire de l'élan sacré. C'est très intéressant. Donc là, vous voyez sur le podomètre qu'elle s'est remise à marcher juste quelques jours après l'intervention et qu'à 1 mois du geste, elle a pu faire un squat en consultation. Ici, c'est encore une procédure de cimentoplastie renforcée sur une lésion pathologique, sur une fracture pathologique de la branche iliopubienne droite. Donc, le patient ne pouvait pas marcher avant l'intervention. Après l'intervention, il y a eu une recrudescence des douleurs liées à l'œdème et à la réaction du ciment sur la tumeur. Puis, 1 semaine après l'intervention, il pouvait marcher sans douleur. Alors là, c'est des gestes qui sont un peu plus techniques, donc avec une ostéosynthèse de fracture 2C2. Donc pour atteindre l'odontoïde, ici on a fait une dissection, une hydrodissection pour faire une voie d'abord antérolatérale entre les vaisseaux et la trachée. Alors, on peut, comme l'a dit Nicolas, associer des gestes de radiologie interventionnelle avant les procédures. Donc là, c'était le cas d'une fracture pathologique sur tumeur rénale à cellules claires, où il y a eu des agents, des microparticules et des cols qui ont été mobilisés avant. Donc là, je vais vous parler aussi des embrochages avec cimentoplastie. Donc c'est un peu comme les ostéosynthèses renforcées par le ciment. Donc c'est un concept qui est équivalent au béton armé.
Donc, on met des broches associées à une cimentoplastie dans des os longs. Ça aide pour les forces de cisaillement ou de traction et c'est très intéressant dans les pathologies palliatives. Donc, ça, c'est le cas d'une fracture pathologique du quart externe de la clavicule chez une patiente qui avait une lésion secondaire. Donc, cette patiente, elle ne pouvait marcher qu'avec un déambulateur. Il n'y avait pas de traitement chirurgical possible. Donc, ce geste a permis, donc, vous voyez, donc, il y a eu un abord où on a d'abord mis une broche, puis ensuite on a consolidé avec en faisant une cimentoplastie associée. Donc ça a permis dès le lendemain ou à J2 à la patiente de pouvoir remarcher à l'aide de son déambulateur. Ici, c'est un cas d'un patient qui a une lésion secondaire à l'extrémité proximale de l'humérus, qui était préfracturaire sur le scanner qu'on a fait juste avant l'intervention. La douleur était à 8 sur 10, sous palier 2. Il n'y avait pas d'indication chirurgicale. Donc, chez ce patient aussi, on a fait un embrochage. Donc, on a fait initialement au bloc, on a fait, quand le patient était installé, donc c'est un geste qu'on aurait pu faire sous anesthésie locale, mais qu'on a fait sous anesthésie générale. Le patient était en décubitus latéral. On a mis la sonde d'échographie pour repérer le tendon supraépineux et essayer de ne pas être trop sur l'anthèse pour trop léser son tendon. Donc, c'est ce qu'on a pu faire. Ensuite, vous voyez, on a avancé le trocar et là, on a largué 4 broches. Puis, on a renforcé le geste par du ciment. Il y a une seule incision, vous voyez sur la photo ici, une seule incision qui est infracentimétrique. Donc, le patient, on a juste mis à mettre des pansements secs. On ne l'a pas immobilisé, ce patient. Au réveil de l'anesthésie générale, il a pu mobiliser son bras et se rhabiller seul avec une EVA le lendemain qui était de 3 sur 10. Donc ça, c'est un patient qui a été pris en charge en ambulatoire. Les complications. Donc bien sûr, il y a des complications qui sont rares, des complications infectieuses, hémorragiques, des fuites de ciment. Donc là, vous avez des photos d'un joli cas où la fuite de ciment a été récupérée par voie percutanée, dans la fuite de ciment dans les parties molles. Il peut y avoir un dessalement mécanique. Donc effectivement, il y a des risques liés à la vertébroplastie comme tout geste, mais il faut savoir pondérer ces complications par rapport aux complications qui pourraient arriver au patient s'il ne bénéficie pas de vertébroplastie. Donc il y a toutes les complications de décubitus, il y en a énormément, les complications liées à l'équilibre sagittal comme vous a parlé Nicolas tout à l'heure, les fractures adjacentes liées à une syphose trop importante. La conduite à tenir post-procédure et les consultations post-geste. Donc, nous, en procédure immédiate, on surveille les patients 1 heure en SSPI, que le geste soit réalisé sous anesthésie générale, sédation, anesthésie locale. On surveille les patients 1 heure avant de les mettre debout. On privilégie les gestes sous anesthésie locale en ambulatoire. Donc, les patients arrivent le matin à l'hôpital et repartent le soir. Et ils ont des soins infirmiers à domicile jusqu'à cicatrisation de notre incision qui est infracentimétrique. Pour les gestes un peu plus lourds, on peut hospitaliser les patients 1 nuit, voire un peu plus. Pour le suivi des ostéosynthèses, donc il n'y a pas de recommandation pour le suivi. Donc, alors, il peut y avoir une recrudescence des douleurs, c'est possible. On peut faire un traitement corticoïde et morphinique pour diminuer ces douleurs post-geste immédiat, avec des bénéfices qui sont plus marqués entre J5 et J7. On peut faire une radiothérapie associée. Et alors, le plus important, c'est qu'il faut rester maître de son patient. Donc, on pose l'indication. On pose l'indication. Donc, tous les cas que je vous ai montrés, là, c'est des cas qui sont, c'est des cas entre guillemets quasiment du quotidien qu'on voit en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, c'est à nous de proposer les gestes. On dit, oui, nous, on peut faire ça éventuellement. Donc, on pose l'indication, on fait le geste, mais après, c'est très important de gérer les complications. Donc, bien sûr, on peut être aidé de nos confrères chirurgiens, de maladies infectieuses si on a des complications infectieuses, etc. Mais c'est à nous de gérer en priorité les complications de nos patients. Pour les vertébroplasties, on fait on privilégie, donc c'est médico-légal de faire une imagerie en couple, donc nous on privilégie l'IRM pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, on va s'assurer qu'on n'a pas fait de complications post-geste, donc d'hématomes ou d'infections. Ensuite, si les patients sont encore douloureux, donc nous, on prend toujours l'EVA avant l'intervention et l'EVA après l'intervention. Donc, s'il y a encore certaines douleurs,
Ça nous permet de voir est-ce que les patients, c'est des patients qui ont généralement qui sont ostéoporotiques, donc ils peuvent ils peuvent faire d'autres fractures, donc s'assurer qu'ils n'ont pas fait de nouvelles fractures. Et également, ils peuvent faire une décompensation arthrosique, comme vous l'a dit Nicolas. C'est toute l'histoire de l'équilibre sagittal. Donc ils fracturent, ils s'yphosent plus au niveau de la fracture. Donc ils font une hyperlordose lombaire compensatrice et ils décompensent leur arthrose. Voilà, merci à tout le monde. Donc, on a mis, si vous voulez plus d'informations, il y a le site Info Radiologie et n'hésitez pas à nous envoyer des mails pour toute question sur la présentation ou sur des cas à venir. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas et Arthur. Vraiment, félicitations à tous les deux. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si on vous entend, il y a des questions, monsieur, Je vous entends très bien. vous voulez répondre. Alors, on a parlé un peu de Vertos4 qui disait qu'il n'y avait pas de risque de fracture sous-jacente. Et on nous pose la question, et c'est vrai que parfois on entend ça. Est-ce que vous faites une vertébroplastie à des vertèbres sus et sous-jacentes en prophylaxie du risque fracturaire? Par exemple, on vous demande ça, est-ce que vous le faites ou est-ce que il n'y a pas d'intérêt? Enfin, voilà. Alors, une très bonne question qui avait été soulevée par l'inventeur même de la vertébroplastie, le professeur de Ramon, qui estimait, par exemple, lorsque l'on avait ce qu'on appelle une vertébroplastie entre deux vertèbres fracturaires, lui, il estimait que le risque de fracture adjacente concernant cette vertèbre était plus important. Il a fait une étude qui a montré que non, que finalement, cette vertèbre devait fracturer ou ne fracturait pas plus que les autres, ce qui a remis en question, justement, la question que tu viens de me poser, les vertèbres qui ont effectivement un important de fonction naturelle de l'ostéoporose, mais qui, pour l'instant, ne nécessite pas de façon prophylactique de vertébroplastie. Comme tu l'as dit, on fait la vertébroplastie sous anesthésie locale, ce qui nécessite une logistique qui est beaucoup plus légère. C'est-à-dire que lorsque tu vas voir ton patient contrôle à 1 mois où tu analyses une fracture adjacente ou 2-3 mois après, rien ne t'empêche de poser ton indication et de le faire au fil de l'eau, je dirais, de vertébroplastie sur les zones qui se fracturent au fur et à mesure. Et par expérience, on voit très bien que sur les zones de contrainte maximale, en particulier les zones de jonction torso-lombaire, lorsque tu vas consolider T12, il n'est pas rare que tu consolides T11 ou L1 et que finalement, tu t'arrêtes très tôt dans la courbe de contrainte. Donc, on se retrouve avec 3-4 vertèbres, pas plus, vertébroplastés, mais progressivement. Le vécu du patient étant très bon, 15 minutes ne pose aucun problème. En tous les cas, c'est ce que l'on fait, nous, actuellement. J'ai vu une question passer qui était très intéressante sur les fuites discales. Alors, c'est une très bonne question qui a été évaluée par l'équipe de l'Ariboisière, notamment Caroline Parier, sur les risques de fractures adjacentes sur les fuites discales. C'est que les fuites discales sont dites asymptomatiques et elles sont potentiellement souvent imprévisibles. Vous pouvez être bien positionné, avoir un ciment très épais et par effet de pression très inférieure au niveau du disque, votre ciment peut être véritablement aspiré par le disque. Alors, les études ont montré que si la fuite discale qui crée une sorte de levier sur le plateau vertébral inférieur de la vertèbre sous-jacente, il y avait un risque accru potentiel, en tous les cas, de dilatation, voire de fracture adjacente. Par contre, lorsque la fuite était volontairement, finalement,
un peu plus rempli, c'est-à-dire que l'on remplissait le disque de façon à créer un plateau, la vertèbre sous-jacente souffrait moins et présentait un facteur de risque de fracture adjacente à la population générale non vertébroblastique. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on a une petite fuite discale, peut-être essayer en faisant bien attention, de continuer à remplir délicatement votre disque de façon à ce que ça crée plus un plateau qu'une pointe. Donc ça, c'était sur la fuite discale. Il y a une autre question qui est: comment prenez-vous en charge les douleurs sur vis post-ostéosynthèse? Sur ostéosynthèse fémorale. Alors, l'ostéosynthèse fémorale, en général, lorsqu'on la fait, ça va être sur des patients polypathologiques avec des métastases, avec un indice fracturaire très important pour lesquels la chirurgie a été contre-indiquée, l'anesthésie générale a été contre-indiquée, et pour lesquels l'espérance de vie est inférieure à 1 an. Donc déjà, il faut bien comprendre le contexte, qu'on n'est plus sur quelque chose de véritablement fonctionnel, mais on est plus sur une survie à 1 an d'un patient qu'on va essayer de verticaliser. Si on a des bursites du moyen, particulier par la voie d'abord trochantérienne, il va falloir analyser si ce n'est pas un conflit avec le matériel d'ostéosynthèse. Auquel cas, je ne sais pas si on peut le repositionner, nous, ça ne nous est jamais arrivé. Il faut dire qu'on n'en fait pas beaucoup non plus, des ostéosynthèses du col fémoral, mais si on peut le traiter de façon percutanée en traitant comme une bursite, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut bien comprendre que l'on n'est pas chez un patient jeune de 35 ans qui a fait une fracture du col et pour lequel on va mettre 2-3 vis en triangulation. Donc le dossier clinique est complètement différent. Cancer de ciment sont assez rares. Si on se réfère à l'équipe de la Pitié, environ 6 patients qui avaient une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire de ciment, lorsque la vertébroblastie est faite dans les règles de l'art, à savoir sous guidage scopique, où le remplissage est fait sous guidage scopique continu, on peut avoir une petite embole qui est plus que généralement asymptomatique dans la majorité des cas. Les problèmes sont posés lorsqu'à l'époque, on faisait des cimentoplasties avec un ciment qui était peu radio-opaque et pour lequel on se rendait compte que tardivement qu'il y avait une embolie diffuse des 2 artères pulmonaires. Donc maintenant, les ciments étant très radio-opaques, moi je vous conseille, c'est ce que l'on fait dans notre équipe, de rajouter de façon à créer une véritable pâte qui est très noire et que l'on arrive à détecter dès qu'il y a un dépassement au niveau des veines, à détecter immédiatement. Concernant de la littérature, oui, les anticoagulent à dose curative comme une embolie pulmonaire. Ça arrête à discuter, étant donné que le cas d'embolie pulmonaire traitée et suivie est peu importante. Une autre possibilité qui a été décrite dans JV hier, ça a été même de retirer les fragments d'embolie pulmonaire et certains se sont amusés, entre guillemets, à le faire par voie percutanée. Chose très intéressante, c'est que dans de nombreux cas, le ciment n'adhère pas à l'intima des vertèbres, des artères, pardon, et par pu retirer. Pour répondre à cette question, oui, anticoagulation, et quand même, si vous les faites de façon optimale, vous n'aurez pas de risque d'embolie pulmonaire. Monsieur, il y a une autre question aussi, et ça, c'est... Alors, il y avait d'autres questions, je crois. C'est quoi votre expérience sur le remplissage? Parce que c'est vrai que parfois, un myélome, c'est facile à remplir, une tumeur du sein,
ça peut faire peur, recracher le ciment, on n'arrive pas bien à remplir. Est-ce que vous avez un conseil Tout à fait. pour deviner ça? Et est-ce qu'il y a un remplissage qui est différent Exactement. si on fait radiothérapie avant ou ablation percutanée avant? Alors, c'est une tumeur résistante. Les éponges, comme le myélome, qui nous permettent de faire des vertébroplasties qui resculptent véritablement la vertèbre, permettent un remplissage très sécurisé, avec un effet un mentalo, entre guillemets, de la tumeur, qui va véritablement se mélanger avec le ciment. Et là, ça ne pose pas de problème. Lorsque l'on a d'autres lésions qui sont, pour le moins, des fois, on ne peut pas les déterminer, certains cancers, certaines métastases du sein notamment, peuvent bien absorber la lésion. Et je pense que, je ne sais pas si tu t'en souviens, je crois que tu étais en stage, on avait une jeune patiente de 30 ans qui résistait complètement à à la cimentoplastie et la tumeur ne se remplissait pas et le ciment allait juste autour de la lésion. Donc, dans ce cas-là, effectivement, les radiofréquences peuvent être physiques et biomécaniques de la tumeur et créer une cavité nécrotique qui va permettre au ciment de mieux remplir la lésion. Ok. Il y a une autre. Alors, il y a une autre question qui me dit, en pratique, avez-vous de réelles complications? Le scanner scopie permet de s'arrêter à temps à 100%. Alors, il n'y a jamais de 100% en médecine, hein. C'est comme l'amour, jamais de jamais, ni de toujours. Le 100%, enfin, le scanner et la scopie permet en tous les cas d'être le plus précis, à la fois sur les coupes axiales, de remplir petit à petit le mur postérieur, avec la scopie. Sur une étude publiée dans European Journal of Radiology sur un certain nombre de patients, on avait fait un suivi qui montrait que lorsque l'on a un caustique, ça c'est les données de la littérature, hein, j'ai un risque d'accident rachidien secondaire en métastase, un pourcentage qui était conséquent. Lorsque l'on vertébroplaste, ce pourcentage diminue drastiquement. Donc, lorsque l'on crée une consolidation de la vertèbre, si on est très vigilant par le remplissage scanner et scopique, on n'a pas de complications neurologiques. En tous les cas, le ratio bénéfice-risque est très en faveur de la cimentoplastie. Mais je ne vous conseille pas de commencer, bien sûr, les cimentoplasties avec une atteinte du mur postérieur. Et non, il n'y a pas de 100%, mais je vous conseille effectivement de mettre toutes les mesures de votre côté pour être le plus précis, le scanner. Nicolas, il y avait une autre Oui, question. une dernière question, c'était quel ciment vous conseillez lors des ostéosynthèses? Est-ce qu'il y en a en particulier ou quel type de ciment Alors, ça aussi, c'est une bonne question pratico-pratique, hein. Alors, dans l'ostéosynthèse, il y a un écueil qui va être sur la rapidité de positionnement des vis au sein du ciment. Cimenter sur une phase qui va être pâteuse, et en première phase pâteuse, pour vite se dépêcher, entre guillemets, mettre le guide au sein même de ce ciment et mettre la vis que l'on a bien pris la peine de mesurer avant, d'accord? Pour ne pas se retrouver à mesurer pendant que le ciment est en place. On mesure directement la vis avant de préparer son ciment et avant de le mettre, et on positionne la vis après. Ce qui veut dire que si vous avez l'habitude un ciment, même si vous êtes rapide, si par contre vous voulez prendre votre temps, un biphasique avec quasi liquidienne sur les 15 premières, mais
tu l'as bien dit dans ta présentation, c'est un peu comme toutes les interventions du corps humain, hein. C'est le ciment, enfin le matériel que tu maîtrises le mieux, que tu connais, qui va être le plus facile pour toi. Alors, il y a une autre question de Cyril qui dit « Patient ostéoporotique pour laquelle l'IRM met en évidence 3 tassements, un récent avec un franc hypersignal qui explique la symptomatologie et 2 autres tassements pour un hypersignal T2 STIR. Est-ce qu'il faut traiter un étage ou les 3? Il faut traiter les 3 étages. Ça aussi, c'est bien montré dans la littérature, à la fois par les équipes de Doug Beam et de Joshua Hirsch. D'ailleurs, je vous dirais même, si on prend référence au professeur de Ramon là-dessus, le T1 sans d'indication de la vertébroplastie, lorsque le STIR peut être pris à défaut de temps en temps. Donc là, tu es d'accord qu'il y a 3 vertèbres qui sont potentiellement actives, une qui est récente et 2 autres, et c'est l'hypersignal STIR qui le montre, qui est encore œdémateuse, donc potentiellement en cours. Et oui, il faut faire les 3. Bah, merci, monsieur. Merci encore de nous avoir accompagnés, comme toujours, pour ce type de présentation, Arthur et moi. Et on va rendre la parole aux Marseillais pour clôturer cette soirée du jury. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup à vous d'avoir été là, donc pour la qualité de ce Et à vous, topo qui était très clair et très intéressant. Donc, nous avons été ravis de vous accueillir parmi nous. Merci Nicolas et Arthur pour cette présentation qui était incroyable. Un grand merci au docteur Nicolas Amoretti pour sa participation en tant qu'avis d'expert et surtout d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Voilà, un grand merci à vous. Voilà, et donc, suite à la qualité de ce topo, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez être les prochains Lyonnais, Bordelais, enfin, délocaliser un peu plus le jury. Ça nous a fait très plaisir de vous accueillir. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. La prochaine date pour le prochain webinaire, ce sera autour de fin avril, début mai. Bien sûr, toutes les infos seront sur les réseaux sociaux. Donc, continuez à nous suivre et encore merci pour cette soirée et à très bientôt. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous.